Alors justement, donc on accueille Gaëlle Rouir, je prononce mal son nom de famille. Vous êtes neuropsychologue, vous voulez parler un petit peu donc, des troubles aux patients qui vous voyez, quelles sont les problématiques liées à l'écran. Et vous faites partie donc d'un réseau, donc Corridir 06, est-ce que vous pouvez déjà peut-être vous présenter et nous parler de ce réseau-là, on posera des questions, on fera intervenir aussi le public par rapport à la problématique de l'écran qui est l'enfant. Bonjour à tous, donc, je suis Gaëlle Rouir, psychologue spécialisée en neuropsychologie chez l'enfant et l'adolescent. Je travaille à l'hôpital Nancy dans le service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent du Dr Juda. Et je travaille aussi en cabinet privé à Châteauneuf-de-Grasse. Je viens ici aussi. C'est normal. Oui, non, c'est normal. On va être un petit peu interrompu, mais d'accord. Donc, en tant que porte-parole de l'association Corridis 06, donc c'est une association qui est un peu le prolongement de Corridis VAR, qui regroupe en fait des professionnels de santé, des enseignants, des chercheurs, des institutions, qui sont tous concernés par les troubles cognitifs. Alors les troubles cognitifs ils concernent tous les âges de la vie, donc on a les troubles cognitifs dans le cadre de troubles du développement chez l'enfant. Qu'est-ce qu'un trouble cognitif? Alors, c'est vaste. Oui. Le trouble cognitif, c'est un trouble, ça peut concerner les troubles 10, comme on entend souvent parler de la dyslexie, la dysphasie, la dyspraxie, donc c'est le trouble du développement des fonctions supérieures en fait. Donc chez les enfants on trouve ça, on trouve aussi des troubles du développement de type autistique, avec tout ce qui est relationnel, interpersonnel, et puis les troubles de l'attention par exemple. Après on a aussi des troubles cognitifs acquis, par exemple suite à un trauma crânien ou suite à un accident vasculaire cérébral. Et puis on a aussi des troubles cognitifs évolutifs dans le cadre de maladies comme la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer. Donc vraiment on les trouve à tous les âges de la vie. Et c'est vrai que cette association, elle vise à faire reconnaître ces dysfonctions cognitives et à faire valoir ça auprès des pouvoirs publics pour pouvoir mettre en place les prises en charge les plus adaptées et efficaces pour les patients. Voilà. Moi, je suis vraiment spécialisée chez l'enfant et l'adolescent, donc ça va vraiment concerner les troubles 10, les troubles de l'attention, les troubles relationnels, comportementaux. En fait, les troubles cognitifs, finalement, ça regroupe un petit peu tout ça. C'est vraiment très large. Voilà. Alors donc justement, le lien entre ces troubles cognitifs et le petit écran chez les petits. Est-ce qu'il y a plus de troubles cognitifs chez les petits enfants, les petits ou les ados, où ils sont différents? Est-ce qu'ils évoluent ces troubles? Oui. Alors déjà, quand on parle d'écran, c'est peut-être bien situé, on parle de la télévision, la télévision, les tablettes tactiles, les consoles de jeux, les smartphones évidemment. Donc l'exposition à ces écrans, elle est de plus en plus importante en termes de durée journalière, mais aussi elle est de plus en plus précoce. Et oui, effectivement, on a de plus en plus de troubles chez l'enfant et chez le petit enfant. Moi, par exemple, je travaille à l'hôpital Nancy dans un centre d'évaluation et de diagnostic pour l'autisme. Et on a maintenant des troubles qui sont clairement reliés à la question des écrans, puisqu'on parle d'autisme virtuel, par exemple. On a en consultation des enfants qui viennent avec toutes les caractéristiques d'un enfant autiste, avec l'enfermement, avec l'absence de langage, l'absence de communication, des comportements répétés, exactement. On a tout pour poser un diagnostic. Et en fait, quand on supprime les écrans, les symptômes disparaissent. C'est incroyable. Voilà. Donc, et ça c'est un exemple, parce que c'est là-dedans que je travaille principalement, mais on trouve des troubles pour... Ils ont quel âge ces enfants? Ces enfants, ils ont parfois moins de 3 ans. Quel âge? Moins de 3 ans. Moins de 3 ans. Ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est vrai qu'en fait, il y a des avantages aux écrans. Il ne s'agit pas ici de dire que toutes les mauvaises choses que nous apportent les écrans. On peut par exemple parler de ce que nous permet les écrans quand on veut communiquer avec quelqu'un qui habite loin, de parler des bénéfices des consoles de jeux qui sont développées avec plusieurs manettes qui en fait finalement une expérience sociale quand on est en famille et qu'on joue avec chacun une manette, etc. On peut aussi parler des avantages, par exemple des tablettes tactiles. Il y a certaines applications pédagogiques qui sont développées qui sont vraiment intéressantes sur le plan cognitif, justement, c'est-à-dire l'enfant face à son écran, il est actif cognitivement. D'ailleurs, on appelle ça un écran actif. Pas sur le plan moteur, évidemment, à part le doigt, mais sinon, on est actif cognitivement, on fait appel à nos capacités de mémoire, de raisonnement logique, de déduction, etc. Donc ça peut avoir vraiment certains atouts. En fait, la problématique, elle est vraiment dans la composante chronophage de l'utilisation des écrans et dans la composante enfermante de l'utilisation des écrans. Donc chronophage, c'est vraiment mangeur de temps, c'est-à-dire que pour qu'un enfant se développe bien, il a besoin principalement d'être en interaction avec son environnement.
Il a besoin donc d'explorer l'environnement avec ses 5 sens. Donc, tout petit, voilà, de jouer, d'explorer, de toucher, de sentir, de parler. Et puis il a aussi besoin de jouer un peu plus tard avec ce qu'on appelle le jeu symbolique, c'est-à-dire le jeu imitatif. Le jeu qui lui permet en fait de reproduire les scènes qu'il a vues, qu'il a entendues ou même qu'il a vécues et qui génère beaucoup d'émotions, et qui génère beaucoup de conflits psychiques et qu'il a besoin de remettre en scène pour pouvoir explorer ces émotions de façon plus sécure en fait, puisque c'est un monde imaginaire. Et donc l'enfant qui ne joue plus est un enfant qui ne se développe pas convenablement. Alors ça, c'est par rapport à la composante chronophage. Par rapport à la composante enfermante, on a effectivement des enfants qui sont happés. Je pense que vous avez vu vos enfants devant un écran de télévision, avec la bouche ouverte, complètement hypotonique, parce que ça met en fait le cerveau en état d'hypervigilance, en fait, en état d'attention réflexe. L'enfant n'a pas d'effort à fournir. Et donc, il est complètement fermé aux autres stimuli environnementaux, il ne réagit plus finalement, alors qu'en fait, intérieurement, il y a une grande excitation. D'ailleurs, cette excitation, on la voit souvent une fois qu'on éteint l'écran et qu'en fait, l'enfant, il est hyper énervé. Donc, en fait, c'est enfermant pour lui, mais c'est aussi enfermant par rapport à la consommation des personnes qui sont autour. En l'occurrence, par exemple, les parents, qui sont aussi captés, voire capturés par leurs écrans au quotidien, puisqu'on y reçoit nos mails, on y reçoit nos appels, enfin, c'est incessant finalement. Et donc, on est chacun dans une famille pris par des occupations solitaires face à nos écrans, ce qui fait qu'on n'a plus du tout cette dimension relationnelle qu'on devrait trouver et qui permet notamment à l'enfant de développer le langage, de développer les qualités relationnelles, interpersonnelles, qui sont essentielles pour le bien vivre au quotidien. Donc ça, c'est vraiment le problème du temps passé et qui diminue le temps de jeu, le problème de la diminution des interactions intrafamiliales. Et même quand un enfant invite ses copains à jouer aussi, c'est-à-dire que c'est intrafamilial, c'est aussi dans le jeu avec les autres, avec ses pairs, où finalement ça envahit. Les enfants ne savent plus quoi faire d'autre que de jouer avec leurs ordinateurs. Mais il y a aussi plein d'autres choses qui existent. On peut parler par exemple des répercussions sur le sommeil. Donc on a par exemple des études qui nous montrent bien que le fait de consommer des écrans, la lumière des écrans en fait, empêche la libération de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et donc recule en fait le moment de l'endormissement, voire même empêche une bonne qualité de sommeil. Donc, avec toutes les répercussions que peut avoir le manque de sommeil chez un enfant, du comportement. L'acuité visuelle, alors ça c'est pas tellement mon domaine, donc je ne saurais pas répondre. Mais vraiment par rapport à du coup la diminution du temps de sommeil et la diminution de la qualité du sommeil, qui finalement a des répercussions sur le comportement. Parce que tout le monde, quand on est fatigué, on a plus de mal à gérer nos émotions, etc. On peut aussi parler de tout ce qui est justement répercussions sur les troubles d'apprentissage. Donc vous me demandiez tout à l'heure le lien. Donc on a des études longitudinales qui montrent la corrélation positive entre la consommation d'écran et les capacités d'attention chez l'enfant. Donc c'est très actuel de parler du trouble déficitaire de l'attention, notamment avec l'hyperactivité. Et donc il y a beaucoup d'enfants qui ont une consommation d'écran loisir le matin, avant d'aller à l'école, qui va de 30 minutes à 1h30. Et c'est vrai que ce sont des enfants qui ne sont pas du tout dans des bonnes dispositions ensuite pour arriver à l'école, pouvoir apprendre convenablement. Alors faut-il mettre nos enfants le matin pour des dessins animés justement? Alors non, clairement non. C'est sûr que le matin avant l'école, ou avant les devoirs, ou pendant les devoirs aussi, c'est pas une bonne idée, puisque ça ne met pas le cerveau en condition, dans une bonne condition attentionnelle en fait. Et puis pas non plus après le dîner, puisqu'on l'a vu par rapport à la libération de la mélatonine, c'est pas une bonne chose. Donc non, pas le matin et pas le soir. Et à partir de quel âge on peut donner par exemple un écran tactile aux enfants? Alors il y a quelqu'un de très bien, d'ailleurs j'ai vu, je pense que c'est le point information famille qui a mis une affiche qui est très intéressante. C'est Monsieur Tisseron qui a en 2007 parlé d'une balise importante qui est la règle des 3, 6, 9, 12. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est-à-dire en fait c'est 4 âges en fait avec 4 consommations d'écrans différents. Et ça me semble être vraiment quelque chose qui permet aux parents d'avoir un repère par rapport aux règles d'utilisation à la maison. C'est-à-dire oui, pas d'écran avant 3 ans, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, avant 3 ans, l'enfant il a besoin d'explorer son monde
avec ses sens, quoi. Il a besoin de mouvement, il a besoin de parler, il a besoin de toucher, il n'a absolument pas besoin d'écran. Après, il ne faut pas être... voilà, s'il passe 5 minutes sur une tablette devant Petit Ours Brun, ou s'il y a une petite application et qu'il le fait avec le parent, avec l'adulte, en fait, que ça donne lieu à un échange, que ça se fait dans un rapport social, c'est pas dramatique. Voilà. Complètement. C'est ça, de le faire dans un contexte social et sur une toute petite durée. Mais sinon, pas d'écran avant 3 ans. Ensuite, le deuxième âge, c'est 6 ans. Donc, M. Tisseron dit pas de tablette de console de jeu personnelle avant l'âge de 6 ans, puisque avant l'âge de 6 ans, justement, l'enfant il a besoin d'expérimenter le jeu, le vrai, le jeu symbolique, les relations interpersonnelles. Et puis, il dit aussi pas d'internet seul avant 9 ans. Donc l'enfant il a besoin de comprendre que avant de consommer Internet seul, il a besoin de comprendre que tout ce qu'il met sur Internet est ensuite du domaine public. Il a besoin de savoir que tout ce qu'il met sur Internet y est éternellement. Et il a besoin aussi de savoir que tout ce qui est sur Internet est sujet à caution. Peut être vrai ou faux. Et ça, c'est vraiment 3 choses importantes que l'enfant doit avoir bien saisies avant de pouvoir aller sur Internet seul. Donc à 9 ans, mais dans les écoles, il y a déjà des... Oui, mais ils ne vont pas surfer sur Internet tout seul. Ou alors, le prof qui va, l'instituteur, c'est ça. Oui, parce que maintenant, ça fait partie des programmes scolaires. Donc effectivement, ils utilisent ce qui est très bien. Mais c'est vrai que je pense que ça va avec justement toute cette sensibilisation des enseignants. Et le 4e âge, c'est 12 ans. Donc c'est vraiment... à partir de 12 ans, on peut commencer à aller sur les réseaux sociaux, avec bien sûr de l'accompagnement, avec aussi des règles d'utilisation. Voilà. Et ça, c'est vraiment des balises importantes qui peuvent accompagner les parents à faire des choix pour leurs enfants et la consommation de leurs enfants. Est-ce que vous trouvez que les parents ne sont pas un peu trop permissifs par rapport à ces jeux-là? Parce que c'est bien facile, on donne le jeu, du coup les parents font autre chose. Alors il y a une substitution, ouais. C'est... En fait, il ne faut pas d'abord éduquer le parent avant d'éduquer l'enfant au jeu. Ce qu'il y a, c'est que nous, on n'a pas été exposés à ça enfant, donc c'est vrai qu'on a plus de mal aussi à comprendre ce qui se passe. C'est un peu nouveau quand même, tout ça, ça arrive. Après, il ne faut pas oublier la dimension douloureuse parfois de la parentalité. Il y a des parents qui sont isolés, qui sont seuls, et c'est parfois difficile. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas accabler, il faut plutôt donner des solutions. Et c'est vrai que oui, en consultation, on a beaucoup de parents qui sont dans des situations comme ça, où effectivement l'écran vient un petit peu en solution de secours pour parfois ne pas faire pire, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'accompagnement, beaucoup de conseils. Après, tous les parents ont conscience du fait qu'il faille faire attention, mais parfois on est pris un peu au piège, quoi, par rapport à la consommation des copains, des copines. Les enfants viennent en disant mais à l'école, toutes mes copines elles ont un téléphone en CM1. Voilà, ça va très vite en fait de se laisser happer, et le problème c'est que c'est très compliqué de revenir en arrière puisque c'est vécu après comme une punition par les enfants. Donc effectivement la sensibilisation elle est très importante. Moi dans mes consultations, on a des premières consultations qu'on appelle des consultations d'anamnèse où on pose toutes les questions sur le développement de l'enfant, sur sa façon de vivre, et ça fait seulement peut-être 3 ans que j'ai comme question combien de temps votre enfant passe par semaine devant les écrans. C'est pas quelque chose que je pose depuis longtemps comme question, et en fin de compte, quand on pose cette question aux parents, ils regardent leur enfant, ils réfléchissent, ils comptent, et ils se rendent compte qu'en fait c'est beaucoup plus que ce qu'ils avaient imaginé. Et à partir de là, on peut discuter justement, on peut discuter de... Mais en fait, ils passent 10 heures par semaine, mais qu'est-ce qu'ils font sur les écrans? Comment ils consomment? Est-ce qu'ils ont une télé dans leur chambre? Est-ce qu'ils ont une console de jeu personnelle? Et en fait, petit à petit, effectivement, on sensibilise parce que même si on sait que c'est pas forcément bien, en tant que parent, on sait plus vraiment pourquoi. Voilà. Et comment on peut faire autrement? Et si l'enfant s'ennuie, est-ce que c'est grave? Voilà. Et donc, effectivement, il faut beaucoup en discuter pour les aider, quoi. Le téléphone portable, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que maintenant, au collège, on n'a plus le droit au téléphone portable. Oui. À partir de quel âge on peut acheter un téléphone portable? Ou est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Ouais, c'est utile, c'est sûr. Donc, il y a 2 types de téléphones portables. Il y a le smartphone et le téléphone qui sert juste à téléphoner. Oui, mais beaucoup on joue dessus, on va pister l'enfant aussi. Oui, c'est terrible. J'aurais tendance à penser que ça dépend des enfants. Tous les enfants ne sont pas prêts, enfin tous les jeunes adolescents, on va dire, parce que c'est de toute façon, à mon sens, pas avant le collège, enfin pas avant que l'enfant ait une certaine autonomie
personnel pour voilà, prendre le bus tout seul. Au collège, les enfants, ils ont des horaires variables, il faut qu'ils puissent prévenir leurs parents. Donc c'est vrai qu'à partir du collège, ça se justifie d'avoir un téléphone portable. Maintenant, il y a des enfants qui sont déjà en 6e très matures et très capables de comprendre comment on utilise correctement les écrans, puis d'autres pas du tout. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément de règles qui soient applicables à tous. Je pense qu'il faut faire en fonction de ses enfants. Et après, de façon générale, j'aurais tendance à penser qu'au départ, c'est bien d'avoir juste un téléphone qui sert à téléphoner et à envoyer des messages. Le téléphone avec Internet, on ne peut pas demander à un enfant qui n'est pas encore construit complètement en termes de cognitif et psychique, de se limiter. Quand nous, déjà, on a du mal, quand le téléphone sonne à l'heure du repas, de ne pas y aller, de ne pas répondre aux appels, comment on peut imaginer qu'un enfant d'entre 12 et 18 ans puisse le faire, puisse se limiter, puisse avoir cette conscience-là, en fait. Donc, il ne faut pas mettre dans les mains de nos enfants des choses dont on sait qu'ils ne pourront pas les gérer, en fait. Je pense que c'est vraiment ce raisonnement qu'il faut avoir. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui sans écran? Bah oui, je pense. Je pense que c'est vrai que vous avez dit au début qu'il fallait déjà réfléchir à notre propre pratique, enfin notre propre utilisation du téléphone. Je pense que c'est très juste. Oui, on peut vivre sans téléphone, mais c'est compliqué parce qu'on est sans cesse sollicité par ça. Il faut appliquer des règles pour nous-mêmes, c'est-à-dire, je pense, après voilà, chacun est libre de faire comme il le souhaite, mais c'est vrai que si on arrive par exemple à prendre du temps avec nos enfants pour jouer en coupant notre téléphone, mais vraiment en le coupant vraiment, je pense que la qualité de jeu et la qualité d'interaction sera 1000 fois meilleure qu'avec un téléphone allumé. Les patients que vous recevez, c'est des jeunes adultes, des ados, c'est des parents qui sont en situation entre guillemets détresse parce qu'ils n'arrivent pas parce que mon enfant est devenu addict à l'écran, ou quel type de profil? Est-ce que c'est plus des filles, des garçons, l'âge? Pour les écrans? Type pour les écrans. Non, il n'y a pas de profil type. C'est vrai qu'en tout cas, on retrouve plutôt des adolescentes avec un problème avec la consommation des réseaux sociaux et plutôt des garçons avec une problématique autour de l'utilisation des jeux vidéo. En tout cas, ça c'est pour les adolescents. Alors, chez les enfants, ça va plutôt être le motif de consultation, ça va plutôt être des problèmes scolaires, d'apprentissage scolaire, d'attention, beaucoup. Donc les parents viennent en consultation avec une suspicion de trouble d'attention, avec des difficultés scolaires de leur enfant. Et en fait, quand on fait justement ces questionnaires de l'anamnèse, on peut identifier qu'il peut y avoir effectivement... Alors évidemment, c'est pas le seul facteur, hein, l'écran, il ne faut pas non plus... mais par contre, ça peut venir en plus. Et puis aussi des troubles du comportement et des troubles anxieux qui peuvent être en lien avec l'exposition à des images violentes. Qu'on trouve en fait, auxquels sont exposés très facilement les enfants par le biais des jeux vidéo. C'est très important de respecter les âges préconisés pour l'exposition aux jeux vidéo. Par exemple, on entend beaucoup parler du jeu Fortnite ces derniers temps. Il y a vraiment beaucoup d'enfants en primaire qui y jouent déjà alors que c'est pas ce qui est préconisé. Donc là, c'est plutôt de la psychoéducation auprès des parents, parce que c'est eux, à ce moment-là, qui sont vraiment, qui peuvent encore redéfinir les règles d'utilisation et qui souvent se sont juste laissés un petit peu aller, happer par les demandes de leur enfant. Après, à l'adolescence, c'est différent. C'est plutôt, effectivement, des comportements plutôt addictifs et d'enfermement. Alors, soit des enfants qui ont des problèmes relationnels au départ et qui, finalement, se réfugient un petit peu dans l'utilisation des jeux ou des jeux vidéo pour trouver du plaisir autrement en fait, ou bien les réseaux sociaux qui prennent trop de place, les SMS et l'échange de SMS avec les amis. Donc c'est très important d'apprendre à l'enfant à ne pas aller se coucher avec son téléphone portable ou avec son écran personnel, parce que lui il ne va pas se restreindre, quoi. Donc c'est des enfants qui vont envoyer des messages jusqu'à 1h du matin, qui vont être ensuite fatigués, donc il faut redéfinir les règles. Et puis, par rapport aux jeux vidéo et par rapport aux réseaux sociaux, il faut avoir aussi en tête la composante addictive qui est réelle, puisque ce sont des jeux qui sont conçus, et les réseaux sociaux sont aussi conçus pour engager ce qu'on appelle au niveau cérébral le circuit de la récompense. C'est-à-dire que ça libère de la dopamine, comme le font certaines drogues. Par exemple, quand vous postez une photo sur Facebook et que vous avez un like,
et ben, ça libère de la dopamine, ça vous donne une sensation de plaisir que vous allez vouloir reproduire, réitérer. Donc vous allez remettre une photo pour revivre cette expérience positive. Et c'est comme ça en fait, à travers de certains jeux vidéo qui sont vraiment conçus pour ça, et les réseaux sociaux le sont aussi, avec par exemple sur Snapchat des systèmes de cœur, enfin de flammes plutôt, de flammes qui s'enchaînent au fur et à mesure qu'on échange chaque jour avec la même personne. Enfin voilà, tous des systèmes comme ça qui sont conçus pour ne pas permettre à l'enfant ou à l'adolescent, même à l'adulte des fois, de se libérer, de se dégager de cette relation en fait virtuelle. Oui. Comment vous faites alors pour justement que ces enfants coupent? Qu'est-ce que vous préconisez? Donc l'arrêt total ou un sevrage? Non, en fait, principalement, ça va être vraiment en fait, de la guidance parentale. Le plus souvent, en fait, on travaille avec les parents. Parce que le plus souvent, les enfants sont très conscients, et les adolescents aussi. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que ça pose problème. Et finalement, ils sont assez soulagés quand les règles changent. Alors évidemment, ils ne le disent pas aux parents, ça serait trop simple, mais très souvent, ils nous le disent à nous, et ils sont très en colère, ça n'empêche pas, parce que c'est frustrant, c'est contrariant, mais à la fois, ça les soulage énormément d'avoir une règle stricte qui ne va pas changer et qui va leur permettre en fait de ne pas avoir eux à prendre la décision et de ne pas porter la culpabilité d'avoir abusé des écrans, de s'être couché trop tard, d'avoir été sur les réseaux au lieu de réviser leur leçon de maths, vous voyez, ce qui est très culpabilisant finalement pour eux. Parce qu'il y a aussi le fait que les jeux vidéo s'invitent aussi dans les cours de création, mais on continue d'en parler, donc on joue chez soi et après on continue de parler comment on a fait pour passer au stade suivant, ou obtenir je sais pas quoi la médaille, ou je sais trop quoi, donc du coup ça continue, c'est un cercle vicieux et on peut aussi aller au même niveau, et puis en réseau on joue, donc pareil on va être au même niveau. Et même au-delà de ça, certains enfants qui ont des difficultés à se faire des copains vont expliquer clairement qu'en fait ça leur permet de s'intégrer au groupe et d'être dans l'échange avec eux. Et à ce titre-là, c'est positif justement. Sauf qu'il faut le faire avec certaines règles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas priver. L'enfant peut aller jouer avec ses écrans, mais il faut être raisonnable sur la durée, il faut être raisonnable sur... voilà, il ne faut pas hésiter à aller à côté de son enfant et lui demander de vous expliquer à quoi il joue, comment il fait, voilà, de vraiment partager ces moments-là en fait avec eux pour en faire des moments les plus interactifs possibles et puis lui permettre d'être intégré, ne pas permettre à l'enfant d'être sur les écrans. C'est effectivement le couper aussi de notre société, puisque dans notre société, on est aujourd'hui, on baigne là-dedans, ça fait partie d'une réalité. Donc on ne peut pas dire à un adolescent ne va pas sur les réseaux sociaux, ne joue pas à aucun jeu, c'est pas possible, ça non plus, ça ne lui rend pas service. Oui, puis ça fait partie effectivement maintenant de la société. Au départ, on n'avait que la télévision, après on a eu l'ordinateur, mais l'ordinateur qui était quand même assez imposant. Après il s'est réduit, après il y a le téléphone, après on joue sur le téléphone, donc il dans la poche, et les montres, avec les jeux avec la montre, donc maintenant c'est partout. Il y a de plus en plus, à tous les niveaux, même les affiches publicitaires, c'est des mini-films, donc partout il y a l'œil qui est sollicité, il y a l'excitation permanente. Et alors justement, vous intervenez aussi dans les écoles. Vous parlez dans toutes les écoles, c'est les primaires, les collèges, avec certains intervenants, ou vous exposez les problématiques des jeux vidéo. Alors, votre action alors dans les écoles, non, dans les écoles, c'est pas tellement via l'association, enfin ça peut l'être effectivement, ça peut l'être. C'est beaucoup dans le cadre des suivis des enfants que j'ai au cabinet. Donc on va aller dans les réunions d'équipe éducative pour parler de l'enfant. Donc là, effectivement, c'est pas spécifique autour des écrans. On va pas parler de ce qui se passe à la maison aux enseignants. Juste, on intervient pour l'enfant, pour défendre ses besoins en termes pédagogiques. Et puis, par contre, effectivement, par le biais de l'association Coridis, on est amené à être sollicité par les associations de parents d'élèves qui, effectivement, demandent régulièrement à ce qu'on intervienne pour ce genre de sujet, pour parler aux parents, sensibiliser les parents, et puis aussi parfois les jeunes directement. Ok, et dans les écoles avec le professeur, non, il n'y a pas des... Alors, les quelques fois où je l'ai fait, c'est plutôt pour, si par exemple il y a un enfant en situation de handicap dans une classe, on peut être amené à intervenir dans la classe pour parler de ce trouble-là, voilà, pour sensibiliser l'école, les camarades, je veux dire. Mais par contre, j'ai pas fait d'intervention spécifiquement auprès des gens, mais par contre les collèges en font souvent, par le biais de l'infirmière scolaire, par le biais même des fois de la gendarmerie qui intervient sur les risques, les dangers d'internet, etc. Donc il y a cyberharcèlement, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites par d'autres professionnels que nous auprès des élèves directement. Oui. D'accord. Alors je vais demander au public d'intervenir. Vous avez des questions? Oui.
Bonjour, moi j'aurais juste vous poser une question par rapport quand vous expliquiez pour vous quelle est la durée raisonnable des enfants face aux écrans. Parce que finalement on se rend compte que dans cet accompagnement-là, parental, alors bien souvent on essaye de faire au mieux, c'est-à-dire parfois moi je me rends compte, effectivement pas d'écran la semaine, ni avant ni le soir, voilà. Mais finalement on se rend compte qu'il attend tellement avec impatience le week-end que presque il va se faire plus tôt le week-end pour y être dessus. Et après, on se dit à la durée, parce que on sent que si finalement, allez, 1 heure, 2 heures, même si on limite, c'est compliqué après. Donc, Alors, je pense là encore que ça dépend des enfants. De façon générale, chez le petit, ce sera quand même 1 demi-heure maximum. Voilà, à moins que vous allez au cinéma, que vous regardez un film en famille, où là, c'est la durée du film, bien sûr, mais sinon, tout seul devant la télé, devant l'écran, devant le dessin animé, ça va être 1 demi-heure. Par contre, c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont plus vite happés que d'autres. Il y a des enfants qui n'aiment pas spécialement la télévision, puis il y en a d'autres, effectivement, comme vous dites, qui attendent le week-end, qui vont se lever très tôt le week-end pour ça. Donc si vous repérez ça chez votre enfant, c'est important de lui dire que de toute façon, il n'y aura pas d'écran avant le petit déjeuner, par exemple, qui est partagé en famille, vous voyez. Comme ça balise là encore justement quelque chose qui serait lié à trop d'excitation. Donc pas d'écran la semaine, moi je pense que c'est très très bien. Pas d'écran les jours d'école en tout cas, ça c'est très très bien. Quand l'enfant jusqu'au CM2, je pense que c'est utile. Pas d'écran dans la chambre, voilà. Même de console de jeu. Le fait d'apprendre à l'enfant à demander s'il peut, parce qu'il y a des familles où l'enfant n'a pas besoin de demander l'autorisation, il peut allumer la télé, il peut choisir son programme. Donc vraiment d'éduquer l'enfant sur le fait que c'est pas quelque chose qui est en libre service, qui est en libre accès, on demande et on demande aussi, quand l'enfant vous demande, de lui dire qu'est-ce que tu as envie de regarder. Qu'est-ce que tu as envie de regarder, de se questionner. Est-ce que c'est juste te mettre devant la télé et rien faire? Et c'est important de dire à l'enfant, est-ce que tu as réfléchi au programme que tu voulais voir? Écoute, réfléchis, puis une fois que tu sais, on le met. Voilà. Et dans ces cas-là, privilégier bien sûr des replays ou des choses comme ça, plutôt que d'allumer juste Gulli, la télévision, et puis de laisser défiler les programmes. C'est en plus des moments où l'enfant il peut avoir accès, peut-être pas sur des chaînes d'enfants, mais encore que des fois on a des surprises, des publicités qui ne sont pas faites pour lui, des annonces pour des films qui ne sont pas faites pour lui, et donc voilà, là encore une fois, on peut l'exposer sans le vouloir à des images violentes, ce qui n'est pas bénéfique. Donc lui demander ce qu'il veut regarder, le mettre en replay, lui dire ok, tu en regardes combien? Il va vous dire 5, vous allez dire non, pas 5, parce que 5 ça fait 1 heure, t'imagines, 1 heure c'est beaucoup trop. Donc si on dit que c'est à peu près 1 demi-heure, ça fait à peu près 3 épisodes. On d'accord, 3 épisodes, ok, 3 épisodes. Et là, vous le mettez en route. Et le week-end, vous dites, quand il pleut, on a le droit un peu plus, par exemple, parce que on va faire moins de choses. Et puis, et pas avant telle heure, pas avant que le petit déjeuner soit pris. Il faut vraiment baliser les choses et puis vraiment dialoguer avec lui pour lui expliquer que c'est pas parce qu'il est avec des passages, c'est pas pour le priver, mais c'est parce qu'il y a plein d'autres choses intéressantes à faire. Et puis voilà. Plus à l'école primaire, aux jeux vidéo, c'est pareil, à un moment donné. Il est toujours allé, en même temps on parle de FIFA, alors il y a premier match, deuxième match, c'est difficile déjà pour nous de mettre une base. C'est vraiment important de le faire avant que l'enfant soit sur le jeu. C'est vraiment de l'éducation, c'est-à-dire quand l'enfant vous demande est-ce que je peux aller jouer, est-ce que je peux aller regarder la télé, vous lui demandez ce qu'il veut voir, à quoi il veut jouer et combien de temps il va y jouer. Après il y a un superbe outil, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle le Time Timer. C'est une espèce de petite horloge, et puis ça existe pour la cuisine aussi finalement, hein. Ça devient rouge sur le temps que vous avez déterminé, puis ça diminue, donc c'est très visuel comme outil, il n'y a pas besoin de savoir lire l'heure, et vous pouvez très bien utiliser ça pour le temps d'utilisation d'écran et dire à l'enfant, tu mets le timer sur 30 minutes, et puis quand le timer sonne, ça veut dire qu'on arrête. Voilà. Et si l'enfant le vit mal, ce moment, ça veut dire que c'était trop long comme temps. Et vous mettez 20 minutes la fois d'après. Sans lui dire que c'est à cause de ça, bien sûr. D'autres questions? Je peux demander si les écrans, ça joue? Oui. Tu joues beaucoup aux écrans? Tu joues? T'es timide. Vous laissez vos enfants beaucoup jouer aux écrans ou est-ce qu'elles sont demandeurs aux filles? Non? Les frères?
Parce qu'on dit que plutôt les garçons qui sont plus addicts aux jeux plutôt que les filles. Est-ce qu'il y a pourquoi cette différence? Est-ce qu'elle est vraiment réelle? Je pense que enfin moi je le vois pas tellement en tout cas en consultation. À l'adolescence c'est vraiment deux choses différentes. C'est vraiment effectivement les jeux beaucoup les garçons et les réseaux sociaux beaucoup les filles, ça c'est assez franc. Et c'est vrai que maintenant les réseaux sociaux c'est de plus en plus tôt, c'est-à-dire que maintenant on a de plus en plus des petites filles à partir du CM1 qui ont des smartphones et qui sont, vous savez, sur ces réseaux sociaux qu'on appelle Musical.ly ou TikTok, donc c'est des jeux où on fait des clips, etc. Et c'est vraiment de plus en plus tôt, alors que les garçons, pas du tout jusqu'à cet âge-là. Mais par contre, par rapport aux écrans, je pense que ça dépend plus du caractère de l'enfant que du sexe de l'enfant. Ouais. C'est vraiment il y a des enfants qui sont très joueurs, très dans leur monde imaginaire, très créatifs et qui vont pas tellement réussir à tenir devant un dessin animé. Mais en tout cas, enfin, peut-être il y a des études là-dessus, mais je suis pas au courant en tout cas. Vous avez des questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir si vous avez des méthodes ou des moyens qui nous permettent d'intervenir quand on essaie de reprendre la main, parce que quand on essaie de couper tout cela aux enfants, ils se mettent un petit peu en colère. Donc, comment on peut gérer ce genre de situation? Je pense que si de façon récurrente, en fait, à chaque fois que vous dites à l'enfant maintenant ça suffit, on coupe la télé, on coupe le jeu, ça finit en crise, en fait, ça finit en crise, c'est que en fait il y a quelque chose qui est mal défini dans les règles de vie, enfin qu'il faut redéfinir en tout cas. Donc, je pense qu'il faut attendre un moment calme, en fait un moment qui n'a rien à voir avec le moment où on a été devant ces écrans, où on a été en situation de crise, et il faut en famille expliquer qu'en fait on s'est rendu compte que à chaque fois qu'on utilisait des écrans, ça se passait mal, ça se finissait mal, et que ça c'est quand même un problème pour le bien-être de tout le monde, et dire que du coup vous avez décidé de faire autrement. Et à partir de là, vous redéfinissez les règles d'utilisation parce qu'ils le vivront mieux comme ça, parce que ça ne sera pas vécu comme une punition suite à une crise qu'ils auraient fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment redéfinir les règles d'utilisation. Alors je ne sais pas quel âge ont vos enfants, mais en tout cas de 3 ans et demi. Donc 3 ans et demi, c'est vraiment de dire tu n'as pas le droit d'utiliser la télé ou l'ordinateur ou la tablette sans ma permission, je dois tout le temps me demander. Même idéalement, il ne faudrait même pas que ce soit en accès libre en fait. Hein. Et puis, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, demander, pas d'écran les jours d'école, pas d'écran le matin, pas en déjeunant par exemple. Vous voyez le matin les enfants qui sont tout de suite posés sur le canapé avec la couverture et le biberon. Ça, c'est vraiment une mauvaise idée en fait. C'est vraiment important d'avoir un temps le matin partagé qui soit en fait plus agréable que le fait d'être devant un dessin animé. Pas le matin, pas le soir après le dîner. Après, il y a toujours des exceptions. Hein. C'est-à-dire que si un soir, l'enfant il est un peu malade, si vous avez un truc hyper urgent à régler, allez, de temps en temps, il ne faut pas non plus être rigide. Hein. Mais voilà, de façon générale, pas d'écran du tout. Ça devrait être la règle de base. De toute façon, jusqu'au CM2, les jours d'école, c'est sûr. Et après, la durée, c'est-à-dire vous prenez un timer et vous dites tu as le droit de regarder le dessin animé ou de dire juste à l'unité, même à 3 ans et demi, il peut regarder un dessin animé, je ne sais pas si ça dure 10 minutes, il peut en regarder un, c'est suffisant. Après, c'est vrai qu'il faut aussi leur apprendre à jouer seul. Il faut aussi leur apprendre à jouer seul, c'est-à-dire que si vous avez besoin de temps pour vous, il faut aussi leur apprendre à voilà, amener leur caisse de jouets, se mettre dans le salon et jouer sans vous solliciter. C'est vraiment important qu'ils l'apprennent. À partir de quand on doit consulter un psychologue? Quand ça nuit à la vie familiale, quoi. Quand il y a des crises, trop de crises, oui. insomnie chronique. Quand il y a des répercussions sur la vie sociale, familiale ou personnelle propre à l'enfant, c'est que les parents sont dépassés. Alors les parents sont dépassés, ou l'enfant est en échec scolaire, ou ou l'adolescent plutôt a des troubles du sommeil, des troubles du rythme de vie, ou est complètement isolé sur le plan social, des signes qui alertent, quoi, le sommeil, l'alimentation, la vie sociale, la relation à l'autre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de crise du tout dans la vie avec un adolescent, hein, ça c'est sûr, mais quand elles font suite systématiquement à l'utilisation d'écran, quand vous êtes inquiet par rapport à l'utilisation d'un enfant, c'est-à-dire que l'enfant est sur les réseaux sociaux mais ne vous donne pas accès à son réseau, vous ne savez pas avec qui il parle, il est trop renfermé et ne vous parle plus du tout de ses expériences en fait, sociales, là il faut essayer d'en parler avec lui, et si vraiment l'adolescent n'en parle pas du tout, et que vous êtes inquiet, oui, ça vaut la peine de consulter. Est-ce qu'il faut pister les enfants? Donc mettre systématiquement regarder
par exemple, il va sur les réseaux sociaux ou je sais pas, il regarde YouTube et mettre un lien par rapport sur son téléphone, sur ordinateur pour voir. Voilà, moi j'ai vu que tu as vu ça, etc. Est-ce qu'il faut faire ça ou il faut leur faire? Alors il faut pas. Non, je pense qu'il faut pas pister, faut pas fouiller en tout cas les téléphones. Alors jusqu'à, je sais pas jusqu'à quel âge, mais quand ils sont jeunes adolescents, oui, on peut regarder un petit peu. Il faut qu'on puisse, en fait, il faut qu'on ait leur code. Voilà. Il faut qu'on ait leur code au départ. Après, à partir de 16 ans, c'est quand même plus délicat. C'est-à-dire le code d'accès pour pouvoir rentrer. Ouais. Il faut qu'on les ait en fait. Voilà, ça veut pas dire forcément qu'on va y aller, mais il faut les avoir. Après, il faut surtout communiquer avec eux en fait. C'est-à-dire que normalement, on le sent ça quand l'enfant il vous raconte des choses, quand il vous raconte ses expériences sociales, ce qu'il vit au collège, ce qu'il vit avec les autres. Quand vous lui demandez ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, mais c'est quoi cette application, je connais pas, tu peux me raconter comment ça marche, et que vous voyez qu'il n'y a pas de malaise, qu'il vous en parle, qu'il y a vraiment que le dialogue n'est pas rompu en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. En fait, il faut vous faire confiance par rapport à votre sentiment de parent. Quand vous voyez que l'enfant il va bien, il est épanoui, scolairement tout va bien, il a de bonnes relations avec ses professeurs, il a de bonnes relations avec ses amis, il a de bonnes relations avec vous, en gros on va dire, il se couche raisonnablement à l'heure attendue, il mange bien. Il n'y a pas de signe d'alerte comme ça, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter inutilement. Mais par contre, dès qu'il y a un petit peu d'inquiétude, il faut en parler d'abord avec l'adolescent, il faut lui en parler, il faut lui dire votre inquiétude, il faut lui dire, et il faut que l'enfant puisse vous rassurer. Et s'il ne vous rassure pas, il faut lui dire qu'il ne vous rassure pas, lui dire pourquoi, et s'il n'y a pas d'avancée, il ne faut pas hésiter à consulter. Nous, ça arrive très souvent qu'on ait des consultations uniques. On a un parent qui vient avec un adolescent ou un enfant, et puis finalement, la consultation permet à elle seule de rassurer les deux, en fait. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter, je pense. D'accord. D'autres questions? Alors moi, en fait, pour planter un peu le décor, je suis directrice de crèche et c'est vrai que je suis de plus en plus concernée justement par ces difficultés-là où l'écran apparaît de plus en plus tôt, où justement on voit les parents arriver avec les téléphones portables et la petite vidéo et le matin et le soir. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on n'a pas vraiment d'outils pour essayer de leur faire prendre conscience qu'effectivement, pas d'écran à 23 ans, c'est l'idéal. Et malheureusement, c'est tellement des fois la nounou facile, parce qu'on est dans une société où tout doit être vite fait et qu'on n'apprend pas justement l'enfant à lire, à jouer seul ou autre. Et on commence à être un peu démunis, nous professionnels, parce que souvent on nous en dit c'est trop tard, de toute façon maintenant je ne peux plus m'enlever. Ou non, sinon c'est des crises, ou sinon j'ai pas le temps et je fais comment Et est-ce que vous avez des clés ou des outils où on pourrait se servir pour les sensibiliser lors de soirées de débat, lors de réunions Je pense que vous le faites déjà. Oui. J'interviens dans une crèche aussi, à Châteauneuf justement, et le problème c'est que quand on fait ces conférences, ce sont les parents qui ne sont pas concernés par ce problème qui viennent aux conférences, donc forcément c'est embêtant. Je pense qu'avec beaucoup de bienveillance tout le temps, sans jugement, c'est important de pouvoir le dire aux parents. C'est-à-dire pas devant les autres, pas devant l'enfant, mais de pouvoir les recevoir un peu en aparté en disant, vous savez, j'ai remarqué que souvent vous venez avec votre enfant avec le téléphone. Voilà, vous savez, justement, la semaine dernière, je suis allée à une conférence, ils expliquaient les répercussions que ça pouvait avoir sur le développement du langage, etc. Donc je voulais vous le dire, vous en parler pour peut-être que vous le sachiez. Et si vous voulez d'autres informations, j'ai des documents, je peux vous les donner. Voilà, c'est important. Voilà, mais ces documents-là, il en existe pour être accessible pour les parents, par exemple. Bien sûr, au jargon. Oui, bien sûr. Le tout venant, pour le tout venant, il y a justement ce qu'a fait Serge Tisseron. Il a fait une petite affiche très claire avec marqué 3, 6, 9, 12. Il y a marqué. C'est la base, quoi. Mais disons que ça peut déjà être un peu un déclencheur. C'est-à-dire que voilà. Et puis après, il faut voir comment le parent réagit à ce que vous pointez. Si vous sentez que c'est vraiment fermé, évidemment, de votre position, c'est très compliqué d'aller plus loin, c'est certain. Hein. C'est certain. Mais déjà, je pense qu'avec de la bienveillance, de le dire, de pas avoir peur d'en parler, de continuer de proposer des réunions de sensibilisation, même si tous les parents que vous aimeriez qui soient là ne viennent pas. Mais c'est pas grave, ça existe. Et après, il y a du bouche à oreille au parc, voilà, ils sont ensemble, ils en discutent. Enfin, il ne faut pas sous-estimer les bénéfices de ces efforts-là que font les crèches et les écoles.
questions. Tu joues aux écrans toi aussi? Beaucoup? Non? Ah, Bien. Oui. Il est en 6e? Et il en veut un? Quand il est rentré au collège, ça a été la grosse question. Parce que 95% de la classe a des smartphones, joue à Fortnite, sont sur les réseaux sociaux. Et on a eu un problème la semaine dernière au collège par rapport à ça. Parce que dans les 6e de son collège, ils ont créé un groupe Snapchat. Et ils ont pris des photos de lui, sachant qu'il est un peu différent d'ailleurs par rapport à ça. Et ils ont fait des petites ricaneries sur lui. Donc moi je l'ai su tout de suite. Donc je suis montée directement à la CPE et ça a été réglé dans les 48 heures. Ils ont convoqué les enfants. Et au collège, c'est ce qu'on nous dit. Le souci, c'est que ces groupes Snapchat sont créés à l'extérieur du collège, donc on n'a pas main prise dessus. Alors moi, j'ai reproché. Le souci, c'est que vous nous interdisez les téléphones au collège. Mais mon fils me le dit, plus de 50% des enfants ont le portable allumé dans le collège. Donc ils prennent des photos des autres enfants et les balancent sur les réseaux. Donc voilà, c'est un peu... Mais lui, je lui avais dit, de toute façon, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseaux sociaux. L'internet, c'est sous ma surveillance à la maison. Donc de suite, ça a été réglé et de lui-même, il a été chercher. Donc il s'est pris un petit téléphone à la touche, les petits Nokia qu'on avait quand moi j'étais plus jeune, pour téléphoner parce qu'il rentre seul à la maison. Il fait son chemin petit. Voilà, je voulais qu'il ait quelque chose pour me contacter s'il y avait un souci. Et ça sert à ça. Et il le sait, quand il rentre à la maison, il éteint tout de suite le portable. Une fois qu'il est arrivé, c'est ça. Ça montre bien que voilà, vous avez eu les bons comportements et du coup votre enfant il est sensibilisé et en fait ça du coup ça lui semble assez et il le dit, mais par contre il voit un vrai décalage. Je veux dire, entre lui et les copains, c'est même plus un fossé quoi. Et par contre voilà, ça amène quand même pas mal de moqueries. J'avoue que par moments c'est compliqué de gérer ça parce qu'il ne le vit pas super bien par contre. Ça va se faire, mais ouais voilà. Alors c'est pareil aussi au collège, vous avez ces applications où vous gérez tous vos devoirs et vos notes. Pronotes, tout ça. Et d'ailleurs, il y a des copains qui me disent, mais comment il fait? Il n'a pas de smartphone. Mais je lui dis, mais il arrive, maman, moi je l'ai sur mon portable, donc déjà ça me permet moi de voir s'il y a une absence ou autre. Et puis il se connecte sur mon ordinateur avec, voilà, je suis à côté, il met ses codes et, bien sûr. Et ça se passe bien. Mais il a de très bonnes notes à l'école et ça se passe bien, il fait sa vie normalement. Sauf voilà, des fois c'est moquerie sur le décalage. Mais je pense que c'est effectivement les bonnes règles, quoi. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est vrai qu'on est confronté à beaucoup de jeunes qui n'ont malheureusement pas eu ces référents-là et ces cadres-là, et du coup il faut faire avec, mais vous lui avez donné les bons arguments, donc il doit être en mesure de se... Oui. Je pense que c'est une bonne chose. Non, c'est sûr. Bravo. Oui, bonjour madame. Juste, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que les parents ils sont tout le temps en concurrence, c'est-à-dire madame, par rapport aux autres copains que 95%, si j'ai bien compris, de la classe de notre lycée. Et ça, je veux dire, juste je pose la question, vous, en tant que professionnel, c'est pas mieux plutôt d'instaurer une loi, demander au gouvernement d'instaurer une loi, pas de téléphone, comme pour le droit de vote, par exemple 18 ans, je dis 18 ans, on a pour 16, parce que c'est pas facile, je veux dire, pour ceux qui veulent tenir, comme vous dites, jusqu'à l'âge raisonnable, peut-être 16 ans, je sais pas, pour certains, peut-être plus tard pour d'autres. Je pense que c'est une bonne question et c'est vrai que je vais avoir tendance à redonner aux parents le rôle de parents, c'est-à-dire que c'est vraiment, même si c'est dur, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est extrêmement difficile même, mais je pense qu'il faut pas lâcher. C'est pas parce que l'enfant, l'adolescent en l'occurrence, demande plus, veut plus qu'il faut lâcher. Il faut, en fait, c'est vous le cadre, c'est les parents le cadre. Si vous ne cadrez pas, si c'est la loi qui prend le relais systématiquement, ils chercheront d'autres choses pour avoir votre cadre à vous, votre nom, votre interdiction. Et je pense que c'est vraiment un rôle parental qu'il faut incarner entièrement. Donc, si pour vous c'est une évidence qu'à 16 ans il ne doit pas avoir de téléphone portable, vous lui dites, vous lui expliquez, et puis plus tard il vous remerciera. Mais il faut du courage.
D'autres questions? Gaëlle, quelque chose à rajouter? Bah écoutez, non, je vous remercie beaucoup pour votre attention et en tout cas, voilà, merci d'être venu discuter avec nous de tout ça. Et, voilà. Merci à vous. Donc, si vous avez des questions, venez directement voir Gaëlle. Et si vous voulez juste recevoir la plaquette de Coridis ou le formulaire d'adhésion, vous pouvez venir me donner votre adresse mail et je vous l'enverrai directement. Je laisse vous passer le petit papier là sur J'en ai qu'un, donc c'est pour l'écologie. Oui. Bah, merci et bravo pour votre intervention, vos conseils judicieux. De rien, merci à vous. Voilà, Gaëlle, c'est votre Merci beaucoup.